ice cream, so good. Ah non, me dit qu'il veut une petite glace. C'est parce que j'avais fait retour pour voir justement si ça buguait, si on était sur la bonne connexion ou pas. Mais ça va. La vraie ice cream, la seule. Merci 777. Vrai de vrai. Et en fait c'est un mix entre citron et framboise. C'est une tuerie. Merci. Thank you for roses. Franchement, pépite. Première fois qu'on goûte ça. Au départ, je voulais prendre chocolat pistache ou chocolat menthe, mais comme produit je l'aime pas, j'ai dit allez, un petit citron framboise, c'est passé. Framboise, citron. Trop trop bon. Puis rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé, Fatima? Merci, bienvenue dans la team. Pizza. Moi j'ai pas mangé ce soir. Moi je sais glace ce soir. L'avantage quand on vit pas chez ses parents, c'est qu'il y a personne pour nous dire c'est pas bien. Du coup, on peut faire des bêtises. Comme manger une glace comme repas du soir. Merci Lily. Thank you.
bien sûr.
couche jamais à 22h30. Je me couche pas avant 2h du mat. Merci. Je me réveille vers 9h, 8h, 9h, ça dépend. En ce moment, je suis abonnée aux 8h, 8h30. Thank you. Neuf 10 heures, bah, j'ai eu vraiment une période où je dormais 10 heures par nuit. Et là, je sais pas,
Vous avez fait plus de la moitié. Donc si vous vous mettez tous à tapoter, dans même pas 5 minutes, on est en story time. Oui, bah justement on était en train d'en parler, j'ai dit que j'en avais 5. Mais j'avais pas la garde, enfin j'en voulais pas de toute façon. Oula, vous avez vu, ça c'est le double menton de la glace qui vient de s'installer ça. Tu as des enfants? En fait, il faut répondre à la question en boucle, c'est ça? Ok. Tu as des enfants? Oui, j'ai 5 enfants. Tu as des enfants? Oui, j'ai 5 enfants. Et tu as des enfants? Oui, j'ai 5 enfants. Et des enfants, tu en as? Oui, j'ai 5 enfants. Et sinon, tu as des enfants? Oui, j'en ai 5. Et des enfants, tu en as des enfants? Oui, oui, j'en ai 5. Ah, d'accord. Et sinon, tu as des enfants? Bah oui, j'en ai 5. 5? Oui, j'en ai 5. Mais du coup, tu en as 5. Tu as des enfants? Oui, j'en ai 5. C'est une blague? Non, j'ai 5 enfants. Mais ils sont trop moches, du coup, je préfère pas les afficher sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des dons pour que je puisse leur payer la chirurgie esthétique. Comme ça, peut-être un jour, je pourrais vous les montrer. Les prénoms. Qu'est-ce qu'on s'en fout des prénoms? Tu les appelles pas, ça va plus vite. Moi, je les appelle par des numéros. 1, 2, 3, 4, 5. Simple, efficace. Et quand t'as un doute, tu fais hey, hey, réveille. Voilà, ça suffit. Parce que vous pensez que toutes les mères sont des bonnes mères et tous les pères sont des bons pères? Carrément pas. Bah, la laisse c'est un peu obligatoire quand tu les sors parce que sinon tu les perds. Surtout quand ils sont 5. Donc les plus petits c'est mieux de les tenir en laisse. Ça évite de les paumer quoi. Après leur père, sinon ils vont me faire un procès, j'ai un peu la flemme. Après je les garde très rarement. Ça m'intéresse pas trop. Je parle des enfants. Pareil aussi, t'inquiète. Ils leur mettent des petits harnais. Mais c'est vrai que dans les endroits où il y a de la foule, genre au parc c'est de l'abus. Mais si vraiment il y a de la foule et que tu peux pas le porter ou qu'il n'y a pas la place pour une poussette, bon, t'es pas censé amener ton gosse là où il y a de la foule. Mais si jamais, je préfère le parent qui met son gosse en laisse plutôt que le parent qui perd son gosse ou qui se fait kidnapper son gosse. Mais c'est sûr que oui, quand tu dis j'ai mis mon gosse en laisse, c'est pas très mignon quoi. C'est pas chouquette. Mais c'est surtout quand ils ont 2-3 ans et qu'ils courent partout et qu'ils t'écoutent pas. Après quand ils grandissent, non, tu vas pas mettre un gosse de 6 ans en laisse. Merci Mélissa. Bienvenue dans l'équipe 251e. Merci. Merci, merci, merci. Non mais les colliers électriques par contre j'ai jamais compris hein, que ce soit pour les chiens comme pour les... J'ai pas compris l'idée. J'ai pas... Je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'est un micro perlé rosé girly à cœur.
j'avais une meilleure copine qui s'appelait Mona. Et on était super proches toutes les deux et je lui racontais tout, elle me racontait tout. Et elle, il lui était arrivé un truc horrible quand elle était partie au Canada, dont elle s'était confiée à moi par rapport à un garçon. Et je lui avais dit qu'il fallait qu'elle fasse vraiment attention, etc. Elle était en grosse dépression après ça. Et la dépression a duré pendant un bon 8 mois, enfin, au point où on a failli pas, enfin, on avait failli plus parler tellement elle devenait horrible. Et non, vous l'avez jamais entendu cette histoire. Et du coup, je lui avais dit, écoute, faut vraiment que tu fasses attention à toi, etc. Ce genre de choses, enfin, tu te mets en danger et tout, donc faut vraiment que tu fasses gaffe. Et ça m'énerve parce que je sens que toi et moi, on s'éloigne et j'aime pas ça. Bref, ça c'est l'introduction. Et moi, de mon côté, à ce moment-là, j'étais célibataire. Et du coup, je m'étais mise un petit peu à aller sur les chats, genre énergie et tout, enfin ce genre de chat à la con. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Et des fois, je parlais comme ça à des gens et après on s'ajoutait en amis sur Skype et on se racontait un peu nos vies, quoi. C'est un peu le truc du collège-lycée où tu croises un... Ça bug. Dites-moi quand ça bug plus. Ok. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur un gars avec qui j'ai un petit peu discuté. Mais quand tu tombes sur des gens comme ça, sur ce genre de site, comme c'est des forums, t'as pas la photo, t'as pas l'âge, t'as rien de la personne. Et c'est que après, quand tu discutes avec sur Skype et que tu demandes à échanger des photos, que tu vois la personne. Jusque-là, tu me suis. Donc on discute avec ce fameux gars. Il m'avait demandé de faire un partage de mon PC parce que j'avais un truc qui buguait. Il m'a dit attends, je vais te le réparer. Sauf qu'en fait, au lieu de me le réparer, il a littéralement fouillé dans mon ordi et il avait trouvé des photos de moi en sous-vêtements que j'avais fait à l'époque. Donc à ce moment-là, soit j'avais tout juste 17 ans, soit j'avais 18 ans, enfin j'étais tout juste majeure ou pas encore, quoi, mais j'étais jeune. Pardon. Et le mec les avait récupérés sans que je le sache. De là, il me parle et il m'envoie une photo de lui. Et je lui dis écoute, t'es pas mon style. Je suis désolée, tu me plais pas. Et le mec, il a super mal pris le truc parce qu'il voulait me rencontrer. Et du coup, je lui ai dit bah désolé, t'es pas mon type. Donc en vrai, vaudrait mieux que on arrête, on arrête de se parler. Et il l'a mal pris. Et il a commencé à m'envoyer des mails et me spammer de messages parce qu'il avait eu mon numéro. Et là il m'a dit écoute, c'est très simple, moi j'ai des photos de toi, je sais où t'habites, je sais comment s'appelle ton lycée, donc soit t'acceptes de me rencontrer, soit j'envoie les photos que j'imprime et que je mets dans ta boîte aux lettres et tes parents tombent dessus et je les envoie directement à ton lycée et tout le monde te verra en sous-vêtements. Je vous laisse imaginer l'angoisse dans laquelle j'étais. J'étais tétanisée. J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à respirer. J'étais en pleurs et je pouvais rien expliquer à ma mère. Donc vraiment, panique totale. Genre panique des réseaux, panique totale. Je bégayais. Voilà. Sachant que ces photos, c'était des photos que j'avais fait à l'époque pour moi, que personne n'avait. C'était des photos privées qui étaient sur
j'avais prises. Donc déjà qu'il ait eu accès à ça, qu'il les ait récupérées et tout, je me suis dit mais quel enfoiré, parce que pour moi il n'y avait aucune raison que ces photos fuitent en fait, vu que je les avais envoyées à personne. Et je peux vous dire que quand ça arrive, vous êtes... Aujourd'hui je m'assume et il n'y a aucun problème pour qu'on me voit en lingerie. Même demain on verrait mon cul, je m'en fous. Parce que je m'assume et que pour moi aujourd'hui un corps c'est un corps et j'ai pris du recul avec tout ça. Mais au moment où tu as une vie sociale avec un collège, un lycée, un réseau de travail, imaginons je serais aide-soignante, me dire que des photos de moi se baladent dans l'hôpital et que des gens les voient et parlent de moi, c'est horrible, genre c'est une humiliation. Alors qu'en soit en sous-vêtements, on voit pas plus que tu verrais à la plage. Mais le fait que ce soit des sous-vêtements, tout de suite ça te met dans une position horrible. Voilà. Et donc bah trop mal, je dormais plus, j'étais mal. Et le mec il me harcelait, il me mettait encore plus la pression, jusqu'à me mettre la pression ultime. Il est passé chez moi devant chez moi en bagnole. Il a pris en photo ma boîte aux lettres et il m'a envoyé la photo. Et il m'a dit, je sais que t'habites là. C'est soit tu acceptes de me rencontrer, soit demain les photos sont dans ta boîte aux lettres. Donc là, panique. Panique plus parce que je me disais, il ment, tu vois, il mytho, il sait pas où j'habite, il sait pas. Et en fait, il avait récupéré toutes les infos de mon PC. Et il avait tout recoupé, tout retranché et il avait mon adresse. Donc je vous laisse imaginer la panique de dire, c'est un mec d'internet que je comptais ghost au bout de 2 jours et qui a été jusqu'à venir devant chez moi rôder en bagnole. Donc du coup l'horreur, l'enfer. Donc j'en parle à ma fameuse meilleure amie qui me dit écoute meuf, faut que t'ailles porter plainte, t'as pas le choix. Et je lui dis mais comment je dis ça en fait? Comment je dis à un policier il y a des photos qui étaient sur mon PC, il y a eu accès, j'ai pas envie de les montrer ces photos, j'ai pas envie que d'autres personnes les voient. Ouais bah c'est totalement ce que le genre de mec peut faire aujourd'hui sur Snap, sur machin, sur tout ce que tu veux, bref. Toujours se méfier des gens. Et donc du coup je suis tellement en panique et je trouve tellement pas de solution parce que je veux pas en parler à ma famille que du coup j'accepte de le voir et j'accepte qu'il vienne me chercher en voiture et qu'on aille chez lui. La meuf voulait clairement mourir en fait, j'aurais pu me retrouver dans les faits divers. Voilà, j'ai été totalement inconsciente en fait à ce moment-là. Je me suis dit, je suis grande, je suis forte, j'ai pas peur, je vais y aller et je vais lui montrer que j'ai pas peur de lui et qu'il se passera rien. Voilà. Donc, je rentre dans sa voiture, genre, comme ça. Après j'avais 17 ans, aujourd'hui je l'aurais envoyé chier comme de la merde et j'aurais porté plainte direct. Mais j'avais 17 ans, et à 17 ans, t'es comme ça. Bon, du moins moi j'étais comme ça. Et je vais chez lui. Et là, un appartement témoin. Genre, un appartement comme s'il n'y avait pas de vie à l'intérieur. T'imagines un canapé sans coussin, des tableaux, comme si tu rentrais dans un magasin de décoration, genre comme si tu rentrais, j'en sais rien, chez le roi Merlin dans un centre d'exposition. Tu vois, t'as un endroit d'exposition et t'as le canapé qui est posé avec un fauteuil qui est posé et tout est clean, il n'y a pas une photo qui traîne, il n'y a pas un truc sur le frigo, il n'y a rien, c'est vide, c'est un hôpital. Voilà, le truc c'est voilà, entre appartement témoin et hôpital. Le mec était moche, bon clairement comme sur sa photo, clairement pas mon type de mec. Chauve, plus âgé, évidemment. Lui devait avoir la trentaine, donc voilà. Clairement pas mon type. Et il me dit vas-y assis-toi, on va parler. Je vais te montrer que je suis quelqu'un qui est bien pour toi. On s'assoit. Il était un truc comme 19h. Et j'avais pas dit à ma mère où j'allais, j'avais menti. Et du coup, on discute.
me dit, regarde, tu as besoin de quelqu'un comme moi pour te protéger. Tu es quelqu'un de fragile. Tu sais, mon ex, je l'ai harcelé pendant 8 mois après l'avoir quitté parce que je voulais qu'elle comprenne que c'était moi qu'il fallait qu'elle choisisse et que c'était moi avec qui il fallait qu'elle reste. Et toi, tu vas comprendre que c'est moi qu'il te faut dans ta vie et que moi, je suis là pour toi. Donc là, je pleure, je pleure, je pleure. Et je lui dis, écoute, il faut que je rentre chez moi. Donc, tu vas me laisser sortir. Et il me dit, non, il est trop tard. Il est 21h, tu vas rester dormir ici et tu rentreras demain. Sachant que mon sac était à l'autre bout, que j'y avais pas accès, que de toute façon je ne savais pas qui je pouvais appeler, je n'avais même pas les numéros d'urgence dans ma tête, rien. Donc du coup je me résigne. Je me dis ok, je vais dans la chambre, je reste habillée, j'enlève juste mes chaussures, je me mets sur le coin du lit et j'essaye de dormir pour oublier tout ça. Il faut que je dorme en fait, il faut que je dorme et demain je vais partir et le cauchemar il sera fini. Donc je l'écoute en me disant si je refuse il va me frapper. Parce que je voyais la violence. Vu qu'il m'avait vraiment bloqué au niveau des épaules en mode tu sortiras pas. Et je me dis faut que j'arrive à trouver un stratagème pour me barrer, pour sortir soit par la porte, soit par la fenêtre. Faut que je trouve une solution. Je m'allonge dans le lit. Je me mets au bout. Mais quand je vous dis au bout, c'est vraiment au bout du bord du lit. Et là le mec, il se déshabille. Il vient en caleçon et il commence à se coller à moi. Et il commence à passer sa main et à descendre doucement et à vouloir aller dans mon pantalon. Et là j'ai dit meuf, si tu ne réagis pas maintenant, ce soir tu te fais violer. En fait, non, ce soir tu te fais violer. En fait, voilà. Je me suis dit là, il y a un moment, je préfère encore prendre le risque de crever, je préfère prendre le risque de me faire frapper, mais je me ferai pas violer ce soir. Je me ferai pas violer par ce taré. Donc je l'ai repoussé violemment. J'ai couru, j'ai sauté du lit, j'ai basculé au-dessus du lit, j'ai couru. J'étais toujours habillée, j'ai juste que j'avais pas mes chaussures. J'ai ouvert la baie vitrée, je l'ai refermée derrière moi. Et je me suis mis sur le bord du balcon. À ce moment-là, il est arrivé au niveau du balcon. Et il a juste ouvert la baie vitrée. Ça bug. Attendez, on attend que le bug passe du coup. C'est bon, désolé, ma connexion est vraiment merdique dans cet endroit. Ce soir, c'est ma soirée connexion. N'hésitez pas à vous abonner, les gens qui arrivent. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ça me ferait très plaisir et likez mon dernier TikTok. Là, on arrive au meilleur moment. Enfin, meilleur. Tout est relatif, c'est une histoire de merde. Ok, très bien. Donc, on en était au moment où je le repousse violemment. Je cours, je traverse l'appartement qui n'était pas très grand. J'ouvre la baie vitrée et je me mets sur la rambarde en fait. Et j'ai commencé à passer ma jambe au-dessus de la rambarde parce qu'on était au premier étage. Donc en soi, je préférais me péter une jambe que de me finir violer ou de finir tuer. Et là je lui ai dit c'est très simple. Si tu approches, je hurle. Je hurle. Donc du coup il est resté, il a compris que là j'allais vraiment crier, que j'allais vraiment ameuter tous les voisins. Donc il m'a dit non c'est bon, stop, parce qu'on était en ville. Il m'a dit non s'il te plaît, je reste là. J'ai dit tu ne passes pas le balcon. Tu passes le balcon, je saute ou je hurle. Et il m'a dit non je passe pas le balcon, c'est bon, j'ai compris. Du coup lui il est reparti dormir dans sa chambre. Et moi j'ai dormi sur le balcon. C'était un balcon avec une fausse pelouse. Et il y avait une espèce de petit fauteuil. Et j'ai dormi là toute la nuit. Parce qu'il voulait toujours pas me laisser partir. Donc quand j'ai essayé de repasser, il m'a bien fait comprendre par contre que je pouvais dormir sur le balcon, mais j'avais interdiction d'ouvrir la porte. Et de toute façon, j'avais mon sac qui était bloqué dans sa chambre. Donc je me disais, même si j'arrive à sortir, j'ai pas mon téléphone et je suis pas dans ma ville. J'étais à 45 minutes de chez moi. Donc à 45 minutes de chez toi, tu peux pas rentrer. En plus, évidemment,
faire mon sac, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Je veux juste partir. Et il m'a dit, tu sais, je vais continuer à t'harceler. Et tu vas revenir vers moi. Et donc là, je me suis dit, en fait, ça servait à rien que je vienne. C'est juste un cauchemar, en fait. C'est juste un cauchemar. Donc j'ai appelé ma mère. Je lui ai inventé un mytho du Seigneur. Et je lui ai demandé de venir me chercher. De là, elle est venue me chercher, elle a pas cramé alors que j'étais comme ça. Elle m'a ramenée à la maison. Et le lendemain, je repartais au lycée. Du coup, retour au lycée, j'en parle évidemment à ma meilleure amie. Je lui explique tout. Et je lui dis, meuf, je sais plus quoi faire parce que je peux pas en parler à mes parents. Il m'avait dit qu'il me laisserait tranquille. Mais je pense qu'il va me remenacer. Et j'ai fait tout ça pour rien en fait. Je me suis mise en danger. Et j'ai fait toute cette merde pour rien. Parce qu'il va continuer. Du coup, j'avais la peur au ventre à chaque fois que mon téléphone y vibrait. Parce qu'à chaque fois que ça vibrait, je me disais c'est lui. Et à ce moment-là, j'osais pas le bloquer parce que j'avais peur que si je le bloque, ben, la première chose qu'il fasse, c'est envoyer des photos. Donc après ça, il me renvoie un message. Et il me redit, je vais envoyer les photos. Donc il faut qu'on se revoie. Et là, j'ai dit non, c'est trop. C'est trop, faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'en ai parlé à mon professeur principal. Et je lui ai expliqué sans rentrer dans les détails. Mais je lui ai dit qu'en mode, j'étais quand même, c'était des photos de moi en lingerie, que j'étais harcelée et que cette personne me menaçait et menaçait chez moi et menaçait. Et j'avais l'impression qu'il pouvait me faire du mal et que voilà, c'était pas juste des menaces en l'air quoi. Donc après ça, je suis allée au commissariat. J'ai été accompagnée par ma meilleure copine. On est allé à la gendarmerie. Et là j'ai expliqué toute l'histoire en pleurs. Et il m'a dit vous pouvez pas porter plainte pour l'instant. Par contre s'il recommence vous pourrez porter plainte. Alors que pour moi c'était un psychopathe. Et qu'à partir du moment que tu essayes de toucher quelqu'un et qu'il t'a dit noir sur blanc mon ex je l'ai harcelé pendant 8 mois. Je comprends même pas que tu puisses pas porter plainte. Mais pour lui en gros c'était pas grave. Parce qu'il avait rien fait. Et il s'était rien passé. Parce qu'il m'a pas touché. Et il m'a pas touché, il m'a pas violé. Et il m'a pas frappé. Donc pour lui il y avait rien. Voilà. Bienvenue en France. Et il m'avait juste envoyé des messages. Et comme il avait pas mis sa menace à exécution, encore une fois, il y avait rien. Donc ouais, il m'a touché, oui et non. Parce que quand il a descendu sa main, je suis partie. Donc pour lui, c'était pas aller jusqu'à l'acte. Il aurait fallu qu'il me... Voilà. Pour que ce soit reconnu. Et encore, il aurait fallu que je voie un médecin pour attester que ça s'est vraiment passé. Sinon, c'est sa parole contre la mienne. Voilà, et pareil, séquestré, non, il faut des preuves. Et comme c'est moi qui ai accepté d'aller chez lui, c'est pas pris en compte comme de la séquestration. C'est la France, c'est mal foutu. C'est la justice, tu peux rien y faire. Donc du coup, le policier il m'a dit la seule chose que je peux faire pour l'instant, c'est lui passer un coup de téléphone et lui faire peur. Voilà. Donc j'ai dit bah ouais, en vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Donc le mec là, il a rien dans son casier. Il a harcelé son ex 8 mois. Il a essayé de faire pareil avec moi. Il n'a rien dans son casier. Et le mec, on le laisse continuer. Bref. Du coup, il l'a eu au téléphone. Et le mec, il a cru que c'était une blague. Donc il a commencé à rigoler, à dire ouais c'est ça, t'as demandé à un pote d'appeler, de te faire passer pour un flic. Et là le flic, il a dit une phrase du genre là par contre tu vas pas me prendre pour un pingouin. Waouh, grosse phrase de sérieux. J'ai retenu le pingouin parce que ça m'a... J'ai dit bizarre l'ambiance. Et il lui a donné son numéro, son nom de matricule, le numéro du commissariat. Et il lui a dit si j'entends encore une fois parler de toi, tu seras convoqué directement au poste et on peut faire ça aujourd'hui si tu veux. Et là j'ai plus de nouvelles parce que je pense que possiblement son ex n'avait pas été jusqu'à la gendarmerie ou avait essayé de régler ça autrement et donc il se tentait un peu intouchable. Et là le fait que je sois allée jusque là il m'a pas contacté. Mais le
Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention aux gens et hyper attention aux réseaux sociaux, parce que moi c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, à qui j'ai fait confiance pour réparer mon ordinateur parce que j'avais un virus, et finalement il a pioché toutes les informations sur ma vie qu'il a pu sur mon ordi et il est remonté, et ça aurait pu être beaucoup plus grave, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Ah bah oui, clairement il est en liberté, puisque pour la police, s'il n'y a pas de réelles preuves de violence, que ce soit blessure, que ce soit physique, etc. Non, pour eux mental, il n'y a pas de vraies preuves. C'est pas avéré. Et il aurait fallu des preuves, c'est-à-dire que lui il peut très bien dire bah non, elle est venue de son plein gré, la porte n'était pas fermée, voilà. C'est sa parole contre la mienne. Dites-vous que même quand il y a des preuves, quand il y a des femmes qui arrivent avec des cocards et des bleus partout sur le corps, on arrive à leur dire oui bon bah ça va, il vous a rien cassé. Donc bon. Non, ma maman l'a jamais su. Je l'ai jamais dit. En fait, aucun membre de ma famille n'est au courant. La seule personne qui était au courant, c'était ma meilleure amie de l'époque. J'en ai jamais parlé. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était une story time qui était jamais sortie. Tu culpabilises pas de pas leur dire. Ben ma maman est décédée, donc de toute façon, même si j'avais voulu, ou même si je voulais, on peut pas. Pardon. Et mon père, on n'a plus de contact, donc voilà. Donc, morale de cette histoire, faites toujours très attention à qui vous parlez sur les réseaux sociaux et quelles informations vous donnez. Tant que vous ne connaissez pas réellement bien la personne, ne donnez rien, rien. Jamais une adresse, jamais un numéro de téléphone, jamais un nom de famille exact. C'est trop dangereux. Merci. Parce que oui, vous pouvez tomber sur des gens super mimes, mais vous pouvez tomber sur des gros fous malades. Et lui, c'était clairement un gros fou malade. Oui, Prodige, il est à la maison, ouais. Non mais, on dit toujours, oui, il faut faire attention, oui, les réseaux, mais il faut faire vraiment attention. I love ice cream. Est-ce que je l'ai? Ice cream so good. Non, Prodige, il le sait pas. Je vous ai dit, j'en ai parlé qu'à une personne avant vous. Bon, maintenant il y a 900 personnes qui sont au courant. Mais avant, c'était pas le cas. Il y a nous. Il y a le petit crew. Ben, je sais pas après quoi vous raconter. Je sais pas. Si on arrive aux 300 000, peut-être une autre petite histoire. En fait, le soir, c'est soirée story, quoi. Merci Laura. Ouais. J'ai un filtre dents blanches, dents white. Même si je fume pas, j'ai jamais eu les dents ultra blanches.
transmission à 19h. Et je rentrais le matin, bah du coup après les 9h du mat. Merci pour les 300 000. Et bienvenue à ceux qui s'abonnent. On est combien? Oh, on est presque 17 000 là. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Attendez, on s'abonne là, on s'abonne. Qui n'est pas abonné? Qui n'est pas abonné avant la story là? Quand même, quand même. Ah, thank you. Et merci à tous ceux qui me donnent ce petit cœur. Vous avez un petit cœur qui s'affiche ensuite à côté de votre nom et vous rejoignez la team. Donc si vous avez une petite pièce qui traîne, n'hésitez pas à rejoindre la team. Merci Maëlys. Et en plus vous avez le nom, votre numéro de team qui s'affiche. Merci Soline. Hey, so cute. Merci. Ok, concentration, détermination. Oh, thank you for roses. Ah, vous gérez, vous gérez. Ah, toute cette team qui arrive là, 260 dans la team, 261 dans la team. La team, la team, la team. Après les pièces, vous pouvez les récupérer dans des coffres. Faut vous balader dans des lives, enfin mettre hashtag coffre et du coup vous pourrez récupérer des coffres. Ok, try time. Donc, vous imaginez moi à 22 ans, 23 ans, 22, avec ma petite blouse blanche d'aide-soignante, mes petits cheveux blonds, qui vais au travail. Merci. Le hashtag coffre, c'est pas le mettre ici les gens. Non, le coffre, c'est quand vous allez chercher des lives spéciaux coffres. Désolée, j'ai mal expliqué le bail. Merci. 271 dans la team. Ouais, désolée, je vous fais avec vos hashtags coffre, vous êtes trop mignons. Alors comme étude, j'ai fait donc collège, lycée pro. Merci Esther. Esther, c'est mon deuxième prénom. Donc j'ai fait lycée pro. J'ai fait bac pro en communication graphique. Et après j'ai fait études d'aide-soignante. Et entre temps j'ai bossé un peu à domicile et du coup dans plein de petits jobs différents. C'est pour ça que j'ai plein de stories dans les jobs que j'ai fait, parce que j'ai fait vraiment des jobs de merde. Genre bosser à l'usine, c'est vraiment dégueulasse. Et l'ambiance est vraiment dégueulasse aussi. Ok, donc petite story time. Donc imaginez voilà la petite Dévovo, toute jeune, de 22 ans, qui arrive au boulot. À ce moment-là je commençais ce boulot, ça faisait pas très longtemps. Et j'étais avec une collègue qui était franchement une collègue, elle était extraordinaire, c'était un amour. Et on avait tout un couloir à faire ensemble. Ma bague, alors celle-là, elle vient de Canet, je l'ai achetée sur un petit marché. Et celle-là, c'est la bague de fiançailles de mon arrière-grand-mère, qui se donne de génération en génération. Et donc du coup, j'arrive au boulot avec ma collègue. Et on commence notre tournée. En vrai, j'ai au moins 3 stories à faire. Oh, il s'est passé trop de dingueries dans cet hôpital. Bon. Et donc du coup, on commence. Et normalement, on fait notre tournée. Donc de 19h jusqu'à 21h, un truc comme ça. Ensuite, on mange un morceau. Ensuite, on refait une tournée à minuit. Puis à 3h, puis à 5h. Dernière tournée du matin. Et après, on fait les transmissions. Et donc, cette nuit-là, on avait un jeune patient qui avait mon âge et qui était au niveau de l'autre aile, pas notre aile à nous, puisque ça faisait une espèce de U. Et il y avait trois couloirs, et donc on était par équipe de 2 par couloir. Et nous, dans notre couloir, il y avait un monsieur. En fait, j'étais en cancérologie, pour remettre le truc, à ce moment-là. Donc du coup, quand tu es dans un service de cancérologie, c'est des patients soit qui sont déjà venus et qui reviennent, soit qui sont là pour des longues durées, parce qu'ils sont en rémission, ou malheureusement parce qu'ils sont en chimio, ou parce qu'ils sont en fin de vie. Et du coup, ils reviennent à l'hôpital. Donc il y a un peu les 3 cas. Et là, le jeune, on est en train de manger. Et je vois qu'il y a sa
s'est passé, c'est que c'était un jeune qui avait des problèmes à l'école. Il était un peu turbulent, il répondait, etc. etc. Et il se plaignait de douleur. Pardon. Attendez, j'ai mon truc qui tombe. Hop, pardon. Et il se plaignait. Mais, flûte, mon téléphone. Et il se plaignait de douleur. Et en fait, il est parti voir une première fois son médecin de traitant en lui disant bah voilà, pardon, mais là, hop, mon téléphone pas droit, ça me stresse. Il était parti voir son médecin traitant et il lui avait dit voilà, enfin sa mère l'avait accompagné. Il était en mode bah j'ai mal, j'ai des douleurs, je comprends pas, j'ai envie de vomir, je me sens pas bien, il y a quelque chose. Le médecin traitant, heureusement ils sont pas tous comme ça mais il y en a quand même beaucoup. Le médecin traitant il lui sort quoi? Il lui dit oui bon, t'as pas envie d'aller à l'école, t'es un fainéant, t'as rien. Première consultation. Au bout d'un mois, toujours des douleurs. Il repart voir son médecin traitant. Ah, toujours pareil, tout ça parce que tu veux pas aller en cours, c'est bon. Je te mets un peu d'arrêt et puis t'y retournes. C'est ton médecin, donc tu le crois. Les parents, ben, ils croient le médecin. Donc le gamin, voilà, un jour d'arrêt, il retourne. 2 jours d'arrêt, il retourne. Donc le médecin bah, prend pas en considération, c'est le problème quand t'as des médecins qui te suivent depuis des fois plusieurs générations, qui suivent toute ta famille, c'est qu'ils ont l'impression de te connaître. Merci à ceux qui rejoignent la team, vous gérez de ouf. Ils ont l'impression de te connaître et ils ont l'impression que c'est bon, tu vois, tout est ok. Tu peux pas avoir un truc grave. Et les mois passent, merci, 280 dans la team, oh là 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 là. Les mois passent et la douleur est de plus en plus forte. Et au bout de 4 fois où il a consulté son médecin, la mère elle en a eu marre. Et elle a dit bon, ça suffit, je l'emmène aux urgences, je veux une vraie consultation. Ah, la mère un peu longue quand même, 6 mois c'est long, t'es censé croire tes enfants. Mais bon, passons, on peut pas lui jeter la pierre. Elle a fait confiance à son médecin. Merci Greg. Et du coup, au bout de 6 mois, ils font les vraies analyses. Et ils se rendent compte qu'en fait, bah non, le gamin il a pas rien. Le gamin il a un cancer. Sauf que le cancer il s'est généralisé. Cancer du sang. Et que là, à ce stade, bah il a trop de métastases. Et on peut pas le sauver. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah il se retrouve chez nous. Dans l'aile où c'est fini. Et là, ça faisait 4 mois qu'il était chez nous. Dans l'aile. Et son état s'était beaucoup dégradé. Sauf que c'était un jeune bah, qui voulait pas mourir et qui nous suppliait de le sauver. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance. Quand t'as des collègues, la plupart, elles ont plus de 40 ans. Et qu'elles voient le jeune qui te supplie et qui dit s'il vous plaît, me laissez pas mourir, s'il vous plaît, sauvez-moi, je veux pas mourir. Mais que tu peux rien faire, que tu peux pas le sauver. Mais que tu peux pas non plus lui dire bah non tu vas mourir parce que c'est horrible de dire ça, même si il le sait donc ça sert à rien de le répéter, juste tu l'accompagnes. Et donc la nuit avance, on commence à manger. Et là on entend la mère à l'autre bout du couloir qui se met à hurler. Mais quand je vous dis hurler, c'est hurler. Du coup on se dépêche, on court toutes. Je suis la première à rentrer dans la chambre avec ma collègue parce que les autres sont déjà occupés dans une autre chambre avec d'autres patients, donc on y va. Et là le gamin, il est en panique, il est en pleurs. On lui avait donné un médicament pour l'apaiser, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais c'est un médicament qui permet de calmer et de détendre tes muscles. Et généralement quand t'es en fin de vie, ça t'aide à partir. Ça aide ton cerveau à lâcher prise pour que tu meurs, entre guillemets, plus des antidouleurs. Et on lui en avait administré 2 ou 3 heures plus tôt parce que la douleur était trop forte. Et les médecins avaient dit
je t'aime, on est là mon fils, on est là. Et elle nous regardait avec une détresse horrible. Et en fait, il est tombé en arrière. Et je me souviendrai toujours de cette image, ses yeux sont partis en arrière. Et là, il a fait le dernier souffle. C'est vraiment ce qu'on appelle le dernier souffle. C'est-à-dire, il a pris une grande inspiration en mode... Vraiment, tu sais, cette espèce de truc de gorge qui vient du fond. Et il s'est apaisé. Et il est parti. Et il s'est refermé. Vraiment en mode... Et c'était fini. Et là tu te dis, je vais pas survivre à ça en fait. C'est trop dur comme travail. Enfin, le gars il a mon âge et on n'a pas pu le sauver. C'est horrible. Du coup je suis sortie de la chambre parce que clairement bah, il fallait faire une toilette mortuaire et je l'ai faite pour des personnes plus âgées. Mais pour un jeune je pouvais pas. Je pouvais pas me dire alors que sa mère est en train de hurler, sa soeur est en train de hurler, je vais faire une toilette mortuaire, c'est pas possible. À ce moment-là, il était 3 h du matin, un truc comme ça. Et c'était trop dur à supporter. Du coup, on a terminé la nuit. On a terminé notre côté, sachant qu'on avait un monsieur qui allait pas très bien non plus. Et qui nous avait dit un peu plus tôt que c'était trop dur parce qu'il était en rechute. Et du coup, on dit c'était pas possible, c'est la soirée des malheurs quoi, c'est horrible. Parce que des fois, tu peux perdre 2 ou 3 personnes dans la même nuit. Donc on a terminé notre côté. Eux ils ont consolé comme ils ont pu et je me souviens que cette nuit là je me suis dit je suis sensible, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que ces gens là ils ont le droit eux. Nous on doit les épauler, nous on doit être là pour eux. Et j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit. Et je me suis accrochée. J'ai réussi à pas pleurer. J'ai réussi à terminer ma nuit, à faire mes transmissions, comme si j'étais un robot. En fait, je me suis déconnectée de moi-même. J'ai sorti mon cœur, j'ai sorti mon esprit, j'ai sorti mon âme, genre j'étais une coquille vide. Et il n'y a que quand je suis sortie de l'hôpital, que j'ai posé ma blouse et que je me suis assise dans ma voiture, que là j'ai réalisé toute la nuit qui s'était passée et je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer pendant une demi-heure et à me dire mais la vie c'est de la merde. La vie c'est vraiment de la grosse merde parce que il y a des tueurs en série, il y a des meurtriers, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui ont 90 balais et qui emmerdent le monde parce qu'ils sont méchants. Et à côté de ça, t'as un jeune de 20 ans qui a rien demandé, qui a été en plus consulter le médecin parce qu'il sentait qu'il se sentait pas bien et on le laisse crever. Et du coup c'était horrible, ça fait une sorte de prise de conscience où tu te dis mais c'est horrible. Ice cream so good. Voilà, donc ça fait partie des nuits les plus difficiles que j'ai passées à l'hôpital. Il aurait pu être sauvé si son diagnostic avait été pris à temps, sauf que son médecin traitant ne l'a pas envoyé faire des examens. Il a prétendu qu'il mentait et il l'a renvoyé au collège. Enfin au lycée. Il était en lycée. Ok, story hôpital. Une dernière. La maman elle est restée toute la nuit. Jusqu'au matin parce qu'il faut savoir que même si on est dans un hôpital et même si on sait que la personne est décédée, nous la nuit on n'est que aide-soignante et infirmière. Il n'y a pas de médecin. Il y a un médecin de garde mais on l'appelle que en cas d'urgence ou en cas d'opération. Et des fois t'as des médecins d'urgence qui répondent pas donc t'es obligé d'appeler un autre médecin. Mais pour faire l'acte de décès, t'es obligé d'avoir un médecin, que tu sois en maison de retraite, en hôpital, etc. Donc t'es obligé d'attendre le matin qu'il ait signé l'acte de décès pour ensuite pouvoir
regain d'énergie et leur peau elle change de couleur. Et quand vraiment tu poses au quotidien, c'est des choses que tu remarques. Ouais. Pardon. Bah oui. Oui, la maman a attendu 6 mois. Après on peut pas lui en vouloir dans le sens où elle a quand même été chez le médecin. C'est pas comme si elle avait rien fait, mais c'est sûr que il a pas fait d'analyse plus poussée plus tôt quoi. Quand t'as un médecin de famille, normalement tu lui fais confiance. Ok, deuxième nuit de merde à l'hôpital. Putain, en vrai, j'en ai eu plein. Bon, j'ai eu une nuit de merde aussi. Dites-vous que ma deuxième nuit en tant qu'aide-soignante, ma deuxième nuit de boulot, de tout, enfin, genre, quand j'ai réellement pris mon poste, au bout de 2 nuits, j'ai eu un décès. En maison de retraite, parce que faut doser entre maison de retraite, c'est beaucoup plus rare d'avoir des décès. C'est beaucoup plus long parce que généralement les gens tu les as des fois pendant 10 ans, 5 ans, 10 ans là. Que à l'hôpital, il y a des décès toutes les nuits. C'est juste qu'en fonction des services, il y a plus ou moins de décès. En court séjour, c'est pour les yeux généralement, les dents, les oreilles, il n'y a pas de décès. Pour tout ce qui est ortho, il n'y a pas de décès parce que c'est un bras cassé, c'est une jambe cassée, c'est les dents de sagesse, il n'y a pas de décès. Mais en cancérologie ou en long séjour, t'as des décès à peu près toutes les 3 nuits. Ça fait partie du taf quoi. Donc du coup, j'ai vu pas mal de morts, on va pas se mentir. Mais le pire c'est quand tu les vois vivants, que tu sympathises, que tu communiques, que tu crées un lien et qui meurent. C'est le plus dur en fait. Ou quand tu reviens après 2 jours de repos et qu'on te dit ah bah tel patient tu fais alors la 138 ça va mieux. Et on te dit fini. Et là t'es là merde. J'ai pas vu la famille, j'ai pas dit au revoir. Enfin ça te fait un truc quand même. Moi je sais en tout cas que j'étais sensible donc ça me touchait quand on perdait des patients qu'on aimait bien. J'ai fait le domicile aussi. Bah d'ailleurs avant même de travailler en tant qu'aide-soignante, mon premier stage en tant qu'aide-soignante assistante avec une infirmière, c'est-à-dire j'avais pas encore de formation. Décès à domicile. En fait j'ai tellement bien géré, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la personne, et que ça s'est bien passé. Au niveau de la toilette mortuaire, parce que j'en avais jamais fait, mais du coup j'ai fait. Que l'infirmière elle m'a dit ce métier il est fait pour toi. Je dis ok, bon, si vous le dites madame. Mais du coup c'est vrai que après t'as plus du tout le même rapport au corps humain et à la mort. Parce que c'est pour ça que quand les gens me disent oh tu fais des photos, oh si ou ça, un corps, c'est de la peau, c'est de la chair, c'est des tétons, c'est un bout de fesse, pour moi c'est plus pareil parce que j'ai vu tellement de corps nus, tellement de corps meurtris, tellement de kiki, de zézettes, de seins âgés, jeunes, moyens, tout ce que tu veux, que je m'en fous. Je vais pas être choquée par un corps. Pour moi un corps c'est un corps et surtout quand t'es dans ces métiers là, tu fais énormément, tu es obligé de mettre de la distance avec le corps. Pour toi tu sexualises plus du tout un corps. Parce qu'un corps, quand il vient à l'hôpital, c'est plus un corps sexy, c'est un corps à soigner. C'est comme si tu avais une voiture qui arrivait dans ton garage et qu'il y avait un truc en panne et qu'il faut le réparer. T'es pas là pour admirer la carrosserie. T'es pas là pour te dire est-ce que j'aimerais ce type de voiture. T'es là pour la réparer. Bah là c'est un peu pareil à l'hôpital. Tu te dis je suis là pour que la personne aille
si un jour j'arrive à gagner mon salaire d'aide-soignante, c'est-à-dire 1 400 €, puisque je bossais de nuit et j'étais en remplacement, donc je gagnais un peu plus, normalement t'es à 1 300. Je leur avais dit, le jour où je gagne 1 400 € sur YouTube, je deviens youtubeuse et j'arrête d'être aide-soignante. Elles m'ont dit et elles me voyaient le soir, la nuit. J'écrivais à mes abonnés parce que j'avais dit mes 100 premiers subs sur Twitch. Je leur écris une lettre et je leur envoie. Et du coup, toutes les nuits, quand je travaillais, chaque nuit j'écrivais un petit mot, une petite lettre. Je collais mon petit timbre et j'ai envoyé 100 lettres à 100 abonnés qui étaient sub. Elle se foutait de ma gueule, en mode oh là là, t'envoies des lettres, tu te prends la tête. J'avais dit non, c'est mes 100 premiers subs sur Twitch, c'est super important, je vais leur écrire des lettres. C'était cute. Bref, changement d'ambiance. Donc là, c'est mon premier job aide-soignante. J'ai été prise à Toulouse, dans une maison de retraite. J'arrive, la première nuit se passe plutôt bien. La première nuit se passe tranquillou. Je suis avec une nana qui connaît le truc par cœur. Elle me drive, faut faire ça, faut aller là, faut ci, faut ça, faut machin. Moi j'étais en stress total. Elle me dit t'inquiète, ça va bien se passer, prends des notes. Et j'ai toujours pris des notes en tant qu'aide-soignante sur mes patients et ça m'a toujours aidé. Et mes résidents, c'est-à-dire je notais telle chambre a besoin de telle chose, aime telle chose, n'aime pas telle chose, fait telle chose. J'étais à Toulouse, Joyce, maintenant je suis à Perpignan. Enfin en tout cas, au moment où j'ai commencé à être soignante, j'étais à Toulouse pour un garçon qui m'a trompée, larguée. Bref, toute l'histoire de ma vie. Et donc, je commence ma nuit après avoir fait ma nuit d'essai. Je rencontre ma coéquipière, enfin mon duo, une nana avec un accent de Toulouse, t'as peur. Elle te parle comme ça, la bougresse. Et elle te dit bon, par contre moi c'est simple, on fait tout vite vite et après on se pose. Donc les trucs de ménage là moi je fais pas parce que c'est propre. On fait vite un tour. Toi tu as qu'à faire le bas, moi je fais le haut et après on se retrouve et on se repose. Moi c'est ma première nuit, je me dis déjà elle est folle la bougresse. À quel moment on fait vite? Non, on fait bien, c'est le début. Moi je veux que mon truc il soit clean, il soit parfait, je prends le temps. C'est limite si je leur fais pas un bisou pour leur dire bonne nuit à mes mémés quoi. Je rentre dans la chambre, je ferme les petits rideaux. Ice cream so good. Donc, petit rideau, je ferme, je les couche, je leur mets la petite couverture, on papote, elle me raconte qu'elle a vu son petit fils aujourd'hui, qu'il y a sa petite fille qui passe, que truc, que machin. Moi c'est mes petites mamies quoi, c'est mes chouchoutes. Donc, je fais le truc bien. Là, je vois sur ma liste, parce que je suivais la liste consciencieusement et je faisais mes petites croix à côté. J'ai toujours été carrée dans mes trucs. J'aime pas quand c'est le bordel. Et donc, du coup, je vois qu'il y a l'ascenseur à nettoyer, qu'il faut remettre des choses sur le chariot. Donc, je remplis les chariots, je mets les petites serviettes, les petites protections. Je prépare tout par chambre. Genre, j'avais tout noté. Chambre B2, protection M, a besoin de crème sur les jambes, préfère qu'on lui ferme les rideaux à 20 h, n'aime pas la musique trop forte. Vraiment j'avais tout clean, a besoin de son Doliprane qui est rangé dans le tiroir de droite, des fois l'oublie, a besoin de son shampoing bleu, voilà. Donc tout était carré dans l'axe. Et là je lui dis bah j'aurais besoin de toi parce que c'est bon, mon tour est fait. Elle fait ah là là tu as pris du temps quand même, c'était long mais tu sais si tu prends autant de temps tous les jours tu vas jamais te poser ma pauvre. Boudu, boudu. Donc j'ai dit ouais bon super, on n'a pas la même manière de taffer. Moi toutes mes transmissions elles étaient notées dans un petit carnet à part, par chambre, si jamais j'avais vu un truc, un début d'escar, une personne qui a plus de PQ, un machin, tout était. Pour ça que j'étais la chouchoute. Et après ça, vient cette histoire d'ascenseur
moi ça c'était nickel et donc elle était trop contente parce que j'avais fait du jour et de la nuit. Enfin là je commençais par la nuit et ensuite vu les katas je passais de jour parce que j'aimais bien la nuit. Petit matin, tout se passe bien. On va le lendemain, donc pareil. Oh là là, tu abuses. Tu devrais venir te reposer. T'es encore en train de courir partout. Après, on va dire que je fais rien. Je fais rien. Je dis pas. Pardon. Je dis pas en même temps, là j'aurais besoin d'aide quoi. Moi, telle patiente, il faut être deux pour pouvoir la retourner. Tel endroit, on est censé nettoyer. Oh, mais tu vois pas que c'est propre, c'est bon, les filles de jour elles vont le faire. Puis au pire, ça se voit pas qu'on l'a pas fait. Voilà, tout ce que j'adore pour travailler. Tout ce que j'adore. Donc, du coup, je me tape le nettoyage toute seule. Il y avait un endroit qui faisait un peu flipper de nuit. De jour ça allait, mais de nuit ça faisait flipper parce que c'était les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est des personnes qui peuvent déambuler la nuit et faut les raccompagner à leur lit. Mais quand il fait nuit noire et que t'as à peine des veilleuses et que tu vois des ombres qui passent, je peux te dire que t'as les chocottes. Mais bon, c'est juste des personnes désorientées. Mais ça fait un peu peur sur le coup. Et la deuxième nuit, moi je demande quand même parce que je suis un peu, voilà. Je dis mais du coup, la personne va pas mieux. Comment ça se passe au niveau du protocole? Si jamais elle décède, on me dit mais non, t'inquiète pas, ça arrivera pas. Elle va sûrement partir l'après-midi. Il faut pas que tu te tracasses avec ça, ça arrivera pas. Merci, bienvenue dans la team. Thank you, Gabi. Thank you. Et donc je dis non mais c'est pas vrai. J'ai dit moi je suis un chat noir. Un chat noir, donc c'est sûr, ça va m'arriver. Et elle me dit mais non c'est bon, de toute façon on verra au matin. J'ai dit mais moi je vais y aller toutes les 3 heures. Toutes les 2 heures j'y vais parce que ma conscience pro elle est là. Et au final, au milieu de la nuit, j'aurais dû être 3 heures, entre 2h30 et 3 heures. Je passe devant la chambre, tu vois, genre pas de loup. Et je tends l'oreille. Et normalement, la mamie, elle était en mode enfin, tu vois, une respiration un peu forte, un peu grave et tout. Je passe devant, pas de bruit, un silence. Genre vraiment un silence, mais pour le coup un silence de mort. Et je me dis oh non, oh non, pas ça. Du coup, je passe doucement à la porte, je dis son nom, et je dis ça va? Pas de réponse. J'avance encore, ça va? Pas de réponse. Bon après elle répondait très peu parce qu'elle dormait beaucoup.
numéro. Il est où le numéro du médecin qu'on doit appeler? Et elle me dit, ah bah je sais pas, ça m'est jamais arrivé en fait. Donc peut-être il faut chercher dans les papiers. Fin du monde. Fin du monde. Donc là je me dis bon bah on est cuit en fait. Je vais me faire défoncer au petit matin. Donc je me mets à retourner le bureau. Mais quand je dis retourner, c'est retourner. J'ai trouvé le bouquin. Et ça disait qu'il fallait appeler le médecin, que le médecin se devait déplacer, qu'ensuite on devait faire la toilette mortuaire et qu'ensuite on devait l'amener dans la chambre froide qui était en bas, sachant qu'elle allait à l'étage. Donc ça veut dire prendre son lit, la déplacer, l'amener sur un matelas spécial, la faire prendre l'ascenseur, l'amener dans la salle réfrigérée parce qu'on était en plein été évidemment, sinon c'est pas drôle. Et ensuite la mettre sur la table froide. Mais c'est pareil, tu la mets sur la table froide si t'es sûr qu'elle est décédée, sinon tu le fais pas. Je me suis dit, imagine, elle a juste son cœur qui s'est arrêté 1 minute et qui repart, ou elle respire très faiblement et je l'entends pas. Bah je la tue. Donc l'angoisse. Finalement on arrive à appeler le médecin. Et le médecin nous dit, écoutez, moi je me déplace pas à cette heure-là. Donc vous attendrez 6h du matin. Donc du coup on a quand même fait juste le changement de protection et oui non mais les médecins, oh bah elle est morte, hein. On verra demain. Voilà. Que du bonheur. Ah oui non mais vraiment le médecin vraiment, ouais, la grosse choc. Donc moi en panique totale au téléphone en mode mais il faut que vous veniez pour déclarer le décès. Oui bah demain quand il fera jour quoi. Bout de ma vie l'hôpital et les médecins. Pour lui c'était une fin de vie donc il n'y avait pas à s'inquiéter quoi. C'était pas une urgence, fallait pas la sauver. Donc tranquillou, demain au petit matin. Donc on lui a quand même mis la protection, on l'a réinstallé, on l'a mis au propre. Et le lendemain matin, bah du coup c'est les collègues qui ont pris le relais en mode vénère. Pas contre moi, parce que j'avais fait tout ce que j'avais pu. Et que j'étais nouvelle, ça faisait littéralement 2 nuits que j'étais là. Mais l'autre elle en a pris pour son grade parce qu'il était en mode meuf, c'est à toi de gérer. C'est toi l'ancienne, t'es là depuis 5 ans et t'es même pas capable de gérer un décès et de nous faciliter la vie en fait. On arrive et on doit tous taper alors qu'on vient de se réveiller. Tu vois. Et quand t'es aide-soignante, commencer par ça, ça te met dans la sauce pour toute la journée. Parce que forcément tout est décalé dans le planning au niveau des médicaments, du petit-déj, de la préparation des patients, parce que ça dure longtemps. Du coup après cette aventure, j'ai gentiment demandé à ma chef de service de changer d'horaire. Je lui ai dit la nuit c'est pas pour moi, je veux pas gérer ça et surtout je ne veux pas rester avec cette collègue. Elle a rien de méchant, mais elle est pas professionnelle et moi je sors de mon année d'aide-soignante. J'ai besoin d'être avec une personne en qui j'ai confiance et qui m'écoute et qui me guide surtout. Même pas qui m'écoute mais qui va m'apprendre d'autres choses. Pas qui va me faire régresser parce que là à part me dire oh tranquille ma grande, on se pose. On fait vite vite, on se dépêche hein, parce que l'important c'est de prendre la pause. Moi après je prends mon magazine, je mange mon petit repas et je dors jusqu'à 6h du mat. En fait pour elle son taf, c'était arrivé à 19h, faire le tour, aller dormir. Si jamais il y a une sonnette, laisser la collègue y aller à sa place. Et ensuite se réveiller à 5h du mat, faire le deuxième tour, rentrer chez elle. Mais elle faisait pas de tour de garde, elle faisait pas de ménage, elle s'assurait pas que tout le monde allait bien en fait. Et pour moi c'est pas ça le taf d'être soignante de nuit. Bah ouais, c'est le problème. Donc légèrement relou. Donc
toi tu restes en plus, tu fais les transmissions pour elle. Et les meufs elles sont là. Que du bonheur. Mais après si je devais retravailler dans une maison de retraite, c'est sûr que celle-là, je sais que elle était bien. Aujourd'hui j'aurai plus d'assurance parce que j'ai 30 ans. Et j'ai plus de caractère aussi. Donc je sais que je me laisserai pas bouffer comme là je me suis laissé bouffer. Vous vous dites, ça faisait même pas un mois que j'étais là, on me donnait les stagiaires en stage pour que je leur apprenne. Alors j'ai envie de dire, c'était mieux qu'elles soient avec moi qu'avec des collègues qui en ont rien à foutre. Mais j'étais encore trop jeune et pas assez expérimentée à ce moment-là pour bien encadrer une stagiaire. C'était pas mon rôle. Donc mais je sais qu'aujourd'hui oui, ça c'est quelque chose, j'aurais plus confiance déjà. Après quand j'étais enfin si j'étais à l'hôpital, je sais qu'aujourd'hui si je devais reprendre le métier d'aide-soignante, je reprendrais d'abord en EHPAD parce que c'est plus simple vu que c'est surtout des toilettes et de l'accompagnement, et après repartir en hôpital. Mais regardez tout ce que j'ai arrangé comme dawa là. Là je vous montre ici. Regardez comme je suis en mode grosse vache. Ici c'est là où j'ai tous mes triggers. Trigger vibe. Bisous. Bisous, je vais tout ranger. Les backstage. Ouais. Ouais. Ice cream, ice cream, J'arrête les conneries. Et après on se dit mais je suis pas fatiguée là. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué.